plusieurs centaines d'enfants qui crient leur colère. Dans un pays qui leur laisse rarement la parole, ils sont descendus dans la rue pour réclamer leurs droits. Ces enfants sont parmi les plus pauvres du pays. Obligés de travailler pour vivre, ils sont privés de leurs droits les plus fondamentaux, ceux qui sont inscrits dans la Charte internationale des droits de l'enfant. Le droit à la santé, le droit à la nourriture, à l'éducation. Nous avons tellement de problèmes. La manifestation sera terminée avant que je puisse tous vous les citer. À 15 ans, Meroun est l'une des principales militantes de ce mouvement d'enfants qui s'est doté d'un véritable gouvernement calqué sur celui du pays. Meroun en est le ministre de l'Intérieur et tient à marquer sa différence avec ses aînés. Les ministres en place du gouvernement, ils restent dans leur bureau et ne pensent qu'à s'occuper d'affaires plus ou moins louches. Mais moi, je ne serai jamais comme ça. C'est pour ça que je suis là, à marcher avec les autres enfants. Nous sommes près du village de Tilonia, au centre du Rajasthan. « 1300 enfants sont venus des 4 coins de l'Inde pour tenir ici leur congrès annuel. Pendant 5 jours, cet ancien sanatorium devient le siège de cette République des enfants. Chaque année depuis 15 ans, soutenue par une association indienne et par quelques institutions internationales, des centaines d'enfants se réunissent quelques jours pour se rencontrer, échanger leurs expériences et tenter de trouver les moyens d'améliorer leurs difficiles conditions de vie. L'association indienne qui les parraine a constitué au fil des ans tout un tissu social qui permet à ces enfants de s'organiser pour se faire entendre. L'initiative la plus originale est la création d'un parlement d'enfants avec à sa tête un gouvernement élu par les enfants eux-mêmes pour 2 ans. Le plus jeune ministre a 8 ans, le plus âgé 15. La première tâche du gouvernement des enfants est la gestion des écoles de l'association qui leur permettent, après leur journée de travail, de recevoir un minimum d'éducation. Bakchand a 14 ans. Elle est l'actuelle Premier ministre. Comme une grande partie des enfants de la région, elle travaille au champ et s'occupe des quelques bêtes que possède sa famille. En tant que Premier ministre, c'est à elle de superviser les 150 écoles de l'association réparties dans le pays. Lorsqu'un enfant ne vient pas à l'école, je le pousse à y aller. Si un des ministres ne fait pas bien son travail, si par exemple il ne va pas de temps en temps visiter lui-même des écoles, je dois le remplacer. Parfois, c'est le professeur qui ne vient pas régulièrement en classe. Je me rends alors sur place pour discuter avec lui. Et qu'est-ce que vous faites dans ces cas-là ? Si j'apprends par un de mes ministres que le professeur ne fait pas bien son travail, j'y vais et éventuellement nous nommons un autre professeur. Dans d'autres cas, il n'y a pas assez d'élèves, alors s'il le faut, on fait fermer l'école. Bunker Roy travaille depuis plus de 20 ans auprès des communautés rurales les plus pauvres du pays. Son travail plus spécifique auprès des enfants a pour premier objectif l'apprentissage de la pratique démocratique. Dans le cas de l'Inde, il s'agirait plutôt de désapprendre la démocratie. Je parle de celle que pratique la classe politique de notre pays. Ce n'est pas celle-là que nous essayons de transmettre aux enfants. Nous voulons leur montrer quelle est la vraie pratique démocratique. Pas celle des hommes politiques actuels qui se disent adultes et qui passent leur temps à acheter les voix des électeurs à grands coups de pots de vin et de distribution de bouteilles d'alcool. Dans notre pays, ces pratiques sont devenues quasi institutionnelles. Pour expliquer aux enfants que ce ne sont pas des pratiques acceptables, il faut leur montrer, leur apprendre l'esprit réel de la démocratie.
Une fois par mois se tient le conseil de gouvernement. Chacun vient alors dresser le bilan de son action et évoque les problèmes rencontrés lors d'une visite sur le terrain. Ici, les enfants sont tous à égalité. Il n'est plus question de différence sociale ou d'appartenance à telle ou telle caste. Une révolution dans les mentalités de la campagne indienne où sévit encore largement la hiérarchie traditionnelle, transmise de génération en génération. Ce n'est pas si facile de s'adapter aux principes démocratiques, en tout cas à l'idée que nous nous faisons de la démocratie. Il faut revoir tout un système de valeurs. Faire comprendre aux enfants que la personnalité de quelqu'un, son caractère, sont des choses plus importantes que son appartenance à telle ou telle caste ou encore que sa richesse. Tout cela prend du temps. Dans notre pays, il y a encore des gens qui refusent tout contact avec les castes dites inférieures, ceux que l'on appelle justement les intouchables. Eh bien ici, il n'y a pas de ça. S'il se passait quoi que ce soit de cet ordre-là, nous prendrions immédiatement des mesures pour que les enfants comprennent bien que ce n'est pas acceptable. Dans les zones rurales du pays, le poids des traditions est tel qu'il semble très difficile de faire évoluer les mentalités. C'est pourtant ce qu'essayent de faire les enfants de Tilonia. Dans leur combat, ils s'associent souvent aux femmes, elles aussi engagées dans la difficile lutte pour leur émancipation. Souvent surchargées de travail, elles assurent en plus de l'éducation des enfants et de la tenue de leur foyer des tâches ingrates, comme ici, tout près du village des enfants où elles sont en train de reconstruire la route. Les ouvrières sont ici toutes des femmes. Des journées entières sous un soleil de plomb et sous les ordres du seul homme de l'équipe, le contremaître. Le chantier n'est qu'à quelques centaines de mètres du village des enfants. À l'issue du conseil de gouvernement, quelques ministres s'y rendent pour rencontrer les ouvrières. रेट 40 की है या 40 मिले थे 44 से रेट 44 से चुकाओ कौन 44 चुकाओ कौन नहीं पूरा पेमेंट कौन चुकावे मैंने काटे Normalement, à cette heure de la journée, les enfants sont à l'école, sauf ceux qui travaillent, comme ces deux petites filles qui reviennent des champs. C'est pour des enfants comme ceux-ci que l'association a ouvert une école du soir dans le village. एक दिन न जावे दो दिन तो रात न जाओ एक भाई दिन न जावे एक छोटो भाई दिन न जावे फिर ते रात में क्यों जाओ भाई थाने कौन खिना के दिन न पड़वा काई के दाने घर का ना यान के ओ ये की पढ़ ले तो गुण एक पढ़ ले तो गुण के मैं तुम्हारे बेटा बेटा ने बेटा पढ़ावा के थाने पढ़ार काई के गेन के ना क्या तो तू के इन के हमारे बेटा ने पढ़ावा थाने पढ़ार काई के रंगे बेटी पढ़ी काई काम दे के ते तो पढ़ी जाओ बेटा ने हाल करी को हमारे बेटा ने हाल करी Le problème des filles aujourd'hui, c'est que nous, on veut aller à l'école. On voudrait faire des études, nous aussi. Mais souvent, nos parents veulent nous marier très jeunes. Moi, je voudrais au moins pouvoir étudier jusqu'à 18 ans.
En général, les parents n'envoient pas leurs filles à l'école, même les familles plus riches. Ils disent que ce n'est pas la peine, qu'une fois grande, la fille ne travaillera plus pour la famille, tandis que les garçons, eux, s'occuperont de leurs parents toute leur vie. Meroun, elle aussi, a été mariée très jeune, comme la plupart des enfants des campagnes du Rajasthan. Plus qu'un mariage, il s'agit d'un engagement, d'un contrat passé entre deux familles. La fille ne rejoindra le foyer de son mari qu'après sa puberté. Meroun devra alors encore le convaincre de la laisser poursuivre ses activités. Mon problème à moi, c'est que je voudrais poursuivre mes études. Mais mes parents m'ont déjà mariée. Maintenant, ils pensent que si je continue mes activités ici, dans le gouvernement des enfants, je n'irai pas chez mon mari. Ils pensent qu'ici, les filles se font monter la tête et qu'après, elles ne veulent plus jamais aller chez leur mari. Moi, en tout cas, je ne raterai jamais une réunion du conseil. Je continuerai d'aller au meeting, même si l'on doit me couper la tête. À la pesanteur des traditions s'ajoute un autre problème, celui du travail des enfants. Un fléau national qui frappe en priorité les populations les plus pauvres. Nous avons appris l'existence à proximité du village des enfants de cette fabrique de tapis soupçonnée de faire travailler dans l'illégalité des mineurs de moins de 14 ans. Avec Meroun, nous avons décidé de nous rendre sur place pour engager le dialogue. Le contact est difficile. Notre interprète tente de parlementer, mais rien à faire. Le patron refuse la confrontation. Ce que le patron cherche à nous cacher, c'est cela. Quelques enfants manifestement âgés de moins de 14 ans et dont la finesse des doigts permet un travail plus rapide et plus précis que celui des adultes. Sur ces images filmées à la dérobée, on voit un certain nombre de postes de travail vides. Quelqu'un a eu le temps de prévenir le patron de notre arrivée. Peut-être a-t-il écarté les enfants les plus jeunes, le temps de notre venue. Combien les payez-vous par jour? Ça dépend du travail. Vous savez, je ne les force pas. Ils viennent de leur plein gré. En fait, ils viennent pour suivre une formation quand ils ont du temps de libre. Écoutez, je connais le problème. Dites-leur de ne pas filmer. Alors qu'est-ce que vous en pensez? Regardez, il y a des enfants qui travaillent ici. Leurs parents ne trouvent pas de travail, alors c'est eux qui sont obligés de travailler. Et combien d'enfants travaillent ici? Apparemment, une petite dizaine. Notre venue a créé une petite effervescence dans le village. Même si officiellement tout le monde se dit favorable à l'action menée en faveur des enfants, il en est autrement lorsque les intérêts des uns ou des autres se trouvent menacés. Il y a beaucoup de résistance à notre action. De la part de qui? Les hommes politiques, les notables locaux, tous les gens qui pensent que nous donnons trop d'importance aux enfants, qu'on les gâte trop, qu'on leur met de mauvaises idées dans la tête. Si une fille ne va pas chez son mari après être passée par ici, ils disent que c'est de notre faute. Ils se demandent ce qui lui prend. D'habitude, disent-ils, elles y vont toujours. Et la voilà qui dit « Non, merci. Merci beaucoup. Mais ce type-là ne me plaît pas. » Alors ils disent « Voilà, qu'est-ce que vous lui avez fait pour qu'elle soit comme ça ?» Ils se sentent menacés? Oui, bien sûr. Ils se sentent souvent menacés. Mais c'est ça le changement. Tout changement provient du conflit. Le conflit est une bonne chose si c'est un conflit de méthodes, de systèmes, d'idéologies ou d'approches différentes. Pourquoi faudrait-il que tout le monde soit d'accord avec ce que nous faisons?
Tous les enfants qui travaillent ne sont pas exploités par des patrons sans scrupules. Une grande partie le font pour leur propre compte ou pour celui de leur famille. Kartar a 8 ans. Il fait lui aussi partie du gouvernement des enfants. Il est berger. Dans sa famille, tout le monde travaille. En aucun cas, elle ne pourrait se passer du travail de Kartar pour survivre. Qu'est-ce que tu fais toute la journée? Je me lève, je me nettoie le visage, les pieds et les mains. Après, je donne à manger aux chèvres. Et ensuite, je vais dans les champs pour protéger les récoltes contre les oiseaux. Et il est où ton champ? Là-bas, un peu plus loin. Après tout ça, je rentre à la maison et je mange. Après manger, je m'occupe du fumier pour le faire sécher. Quand ça s'est terminé, j'emmène les chèvres par là-bas pour les faire brouter et puis on vient jusqu'ici. Quel gouvernement est le plus important? Celui des grands ou le vôtre? Le leur. C'est un grand gouvernement. Le nôtre, il est tout petit. Mais pour l'école, lequel est le meilleur? Pour l'école, c'est le nôtre. Dans cette région du pays, on considère que 70% des enfants ne sont pas scolarisés. C'est pour des enfants comme Kartar, ceux qui travaillent et ne peuvent donc pas aller à l'école la journée, que Bunker Roy et son équipe ont créé des écoles du soir dans de nombreux villages. Elles accueillent chaque jour de la semaine les enfants après leur journée de travail et leur proposent un enseignement comparable à celui des écoles publiques du pays. L'école est placée sous la responsabilité directe des enfants. Le Premier ministre élu a tout pouvoir pour ouvrir ou fermer les établissements, nommer les instituteurs et gérer les fournitures pour l'année. Ces enfants vivent dans un environnement très pauvre. La pression du travail, la simple question de la survie en font des adultes bien avant l'heure. Une gamine de 10 ou 12 ans est déjà une adulte. Elle a une grande responsabilité économique dans la famille. Elle travaille et elle aide ses parents à la maison. Nous avons simplement mis cette maturité au service de la gestion des écoles du soir. Les écoles du soir sont la pièce maîtresse de l'action menée auprès de ces enfants. Ce n'est qu'en leur permettant l'accès au savoir qu'ils prendront pleinement conscience de leurs conditions. Éducation et éveil de la conscience politique, deux armes de taille, les seules capables de briser le cercle vicieux de l'exploitation. Avec pour priorité la lutte contre le travail des enfants. Chez vous en Occident, vous dites toujours « interdisons le travail des enfants, interdisons le travail des enfants ». Mais si on empêche ces enfants de travailler, comment vont-ils faire pour manger? Le premier besoin, la principale préoccupation de ces enfants, c'est de trouver de quoi se nourrir. On doit aider l'enfant à comprendre ce qui se passe, aider l'enfant à lutter contre ceux qui cherchent à l'exploiter. Il faut qu'il soit capable de voir ce qui est bon pour lui et ce qui ne l'est pas. Qu'il se dise « ça je fais, ça je ne fais pas ». C'est à nous d'aider l'enfant à arriver jusque-là. Il faut qu'il puisse décider lui-même. Il faut lui donner une chance de s'en sortir et pas se contenter de dire « le travail des enfants c'est interdit ». Sinon, ça n'a pas de sens. Durant toute la durée du congrès, des volontaires viennent initier les enfants à différentes pratiques scientifiques.
tentent en quelques heures de leur transmettre quelques notions fondamentales, depuis l'astronomie jusqu'à la géographie. Mais c'est sous cette tente que la plupart des enfants se précipitent pour recevoir leur premier cours de magie. Quelques tours de passe-passe expliqués aux enfants avec pour objectif de faire reculer la superstition dans les campagnes. Dans les villages, les gens sont souvent victimes de leurs croyances. Par exemple, si quelqu'un est malade, on va dire qu'il est habité par un fantôme. Quelqu'un va s'en occuper, se faire passer pour un sorcier, et puis faire une manipulation quelconque pour tenter d'impressionner les gens et prendre leur argent. Avec une noix de coco et un peu de sodium, il va faire sortir de la fumée et il va dire que c'est le fantôme qui est parti et que du coup, il faut le payer 2 fois plus cher. Nous, on va dans les villages et on explique aux gens qu'il n'y a rien de magique dans tout cela. C'est un phénomène scientifique que l'on peut réaliser grâce à des produits chimiques. C'est une simple manipulation chimique. La science, ce n'est pas de la magie. Et la magie peut aider à comprendre la science. Grâce à ces tours de magie, les gens comprennent cela. Ils se rendent mieux compte de ce qui se passe autour d'eux. Petit à petit, ils peuvent agir et mieux comprendre le monde qui les entoure. Le congrès des enfants se termine. Le dernier après-midi est consacré aux questions ouvertes. Chaque enfant a le droit de poser la question de son choix aux membres du gouvernement. Les débats nécessitent une grande organisation. 2 interprètes sont souvent nécessaires du fait de la multitude de langues locales parlées à travers le pays. Avant la clôture du congrès, Meroun lance un appel à tous les enfants présents ce jour-là à Tilonia. Pour terminer ce congrès, je voudrais dire quelque chose d'important à tous les enfants. Moi, si mes parents m'avaient envoyé à l'école, s'ils s'étaient rendus compte à quel point c'est important d'aller à l'école, eh bien aujourd'hui, j'aurais pratiquement terminé le lycée. J'aurais eu mon bac à la fin de cette année. Au lieu de ça, aujourd'hui, je suis en 6e, voilà. Je voudrais saluer tous les enfants qui sont ici, tous ceux qui travaillent. Ils ne doivent pas oublier qu'ils doivent aussi étudier. Maintenant, je voudrais vous dire autre chose. Quand vous allez montrer votre film à la télévision, les gens vont se dire « Qu'est-ce qu'elle raconte, celle-là ? Qu'est-ce qu'elle sait de la vie à son âge ?» Ils vont dire que quelqu'un m'a mis toutes ces idées dans la tête. Il faut qu'ils sachent que tout ce que je dis, je le pense vraiment. Ils étaient 1300 cette année à Tilonia. L'an prochain, ils seront encore davantage. Petit à petit, les enfants déshérités du pays se rencontrent, se parlent. Travailler le jour, étudier le soir, le chemin de l'émancipation est long et difficile. Mais c'est à ce prix que les enfants de leurs enfants pourront un jour vivre libres.